Bonjour à tous, bonjour à ceux qui ont la chance d'être parmi nous dans cette salle, bonjour à ceux qui nous regardent en direct ou qui nous regarderont peut-être en replay un peu plus tard. David et moi sommes ravis de vous accueillir pour partager avec vous la synthèse de 14 entretiens que nous avons menés au mois d'avril 2021, il y a donc ça quelques semaines, quelques jours, avec 6 entreprises qui sont partenaires de cet observatoire et qui ont bien voulu nous consacrer le temps nécessaire au cours de ces entretiens pour comprendre eh bien, ce que pouvait vouloir dire la souveraineté et en l'occurrence la souveraineté numérique pour chacune d'elles et pour savoir finalement comment eh bien, s'emparer de ce sujet dont on a vu avec le secrétaire d'État Cédrico mais aussi avec Nicolas Clady à quel point ce sujet était important et fondamental à la fois dès aujourd'hui évidemment mais pour nos futurs proches et lointains. Nous allons donc utiliser la trentaine de minutes qui nous est accordée pour partager avec vous cette synthèse d'entretien qui, je l'espère, sera tout à fait fidèle à ce qui nous a été dit par les dirigeants de ces 6 grandes entreprises qui sont, je le rappelle, Capgemini Event, EDF, Orange Business Services, Renault Group, Thales, le Crédit Agricole et puis, je crois que j'ai tout dit. J'ai tout noté, j'ai tout cité. Donc, commençons tout de suite dans le vif du sujet, peut-être en rappelant, mais très rapidement, puisque Nicolas l'a déjà abordé dans son introduction, qu'est-ce que veut dire la souveraineté numérique pour les entreprises que nous avons interrogées et qui sont à peu près toutes d'accord sur ce sujet-là. Finalement, la souveraineté, ce n'est évidemment pas une domination tout à fait légitime sur un marché mais qui serait absolument autarcique et qui serait synonyme d'indépendance absolue. La souveraineté aujourd'hui, c'est probablement rester le plus possible maître de son destin. Et donc évidemment, très rapidement, nous avons compris que souveraineté n'était pas autarcie, que souveraineté n'était pas uniquement domination et indépendance absolue, que tout ceci était un mythe et un mythe auprès duquel il n'était pas nécessaire de courir, voire même contre-productif de courir dans l'environnement totalement mondialisé et globalisé de nos économies aujourd'hui. Et évidemment, le numérique n'y échappe pas, voire même l'accentue, puisque finalement, tout au long de la chaîne de valeur du numérique, eh bien, on s'aperçoit que eh bien, la dispersion partout sur le globe, sur tous les territoires, dans de multiples entreprises, toutes très tentaculaires, eh bien, c'est évidemment une réalité et une norme. Aucune entreprise aujourd'hui, en France, en Europe, mais même probablement dans le monde, si ce n'est peut-être Apple, et encore, ce n'est pas tout à fait le cas, ne peut se targuer d'avoir toutes les technologies, toutes les compétences, tous les moyens de cette autonomie qui serait synonyme d'autarcie. Donc nous sommes bien devant un monde d'interdépendance et vous avez utilisé un mot qui est tout à fait intéressant, qui est celui d'assembleur. Vous vous êtes décrits, tous autant que vous êtes, comme des ensembliers, des assembleurs de technologies qui peuvent être tout à fait variées, qui peuvent être d'origine d'ailleurs tout à fait diverses. Vous ne vous interdisez pas telle ou telle, je dirais, relation, choix technologique, sélection technologique pour être performant, pour être en sécurité, pour assurer les services et les produits que vous souhaitez délivrer et pour vivre pleinement cette interdépendance. Vous comptez sur votre capacité, vos compétences pour assembler ces technologies au mieux possible. Et donc, évidemment, en tant qu'assembleur tout à fait assumé, eh bien, vous vivez dans un monde où l'interdépendance est la norme. C'est un principe de réalité qui ne vous effraie pas, mais qui, évidemment, vient questionner la volonté de vos entreprises de rester maîtres de leur destin. Et c'est dans cet interstice-là, tout à fait essentiel, que va venir se loger le sujet de la souveraineté. La souveraineté numérique n'est donc pas synonyme d'autarcie, n'est donc pas synonyme de domination absolue, même si elle est légitime sur ces technologies ou sur les marchés
marché. Elle est finalement le résultat d'une interdépendance que David décrira comme moins subie que choisie et qui peut prendre la forme d'une hybridation de plusieurs technologies. On peut travailler en cloud public, en cloud privé, on peut travailler en cloud et en edge. On peut hybrider des solutions qui nous viennent des hyperscalers américains ou chinois avec des services, des labels et des solutions qui sont développées en France et en Europe et qui ont pour objet de créer un espace de confiance, un espace de performance et donc un espace pour rester maître de son destin. Qui dit assembleur suppose donc interdépendance et rapport de force. Et l'interdépendance, c'est exactement ça, ce qui traduit l'idée de dépendance des entreprises les unes envers les autres. Et cette relation de dépendance va traduire des rapports de force. Ce rapport de force peut être positif, mais il peut être également négatif. Un rapport de force positif a été très bien résumé par Thales et Marco Herman, notamment, qui nous indiquaient que Thales fournissait en matière de cybersécurité toutes les plus grandes banques internationales au monde. Et donc, dans ce cas-là, la question de la souveraineté ne se pose pas. La question de la souveraineté émerge quand cette relation de dépendance est subie, et donc le rapport de force est négatif. Et vous avez été plusieurs à nous raconter les difficultés que vous aviez et les risques de cette dépendance subie, en invoquant par exemple des risques opérationnels qui sont très bien évoqués par Laure Belluzzo au Crédit Agricole, sur la dépendance sur la technologie mainframe d'IBM. Il y a également des risques économiques, et on connaît très bien la capacité des géants de la tech à verrouiller le marché en matière de cloud ou d'IA stochastique, et donc ils se positionnent en gatekeeper pour s'accaparer une grande partie de la valeur ajoutée créée par les entreprises. Mais vous avez été également nombreux à nous faire part de votre inquiétude au regard de risques juridiques, et notamment les lois extraterritoriales américaines et chinoises qui font prévaloir, notamment dans le Cloud Act, le droit américain sur le territoire français, voire européen. Et c'est très bien résumé par Vincent Nibel, qui nous dit utiliser des infrastructures d'EDF, qui nous dit utiliser des infrastructures numériques sur lesquelles pèsent des lois extraterritoriales qui peuvent se substituer aux lois européennes est un risque important. Ces risques, bien entendu, traduisent donc une dépendance subie, un rapport de force qui est défavorable et qui peut conduire à une fuite de la valeur et donc à un risque économique qui s'accélère, notamment dans des fortes périodes d'innovation ou, comme l'indiquait Nicolas, avec des innovations technologiques de plus en plus rapides. Et c'est très clairement évoqué par Sophie Schmidlin de Renault, qui parle de cannibalisation de l'entreprise sur ces marchés, avec un risque de voir le domaine d'excellence traditionnel, par exemple de Renault, transformé en une commodité relativement vidée de valeur. Merci. Alors évidemment, quand on parle de rapport de force, quand on parle d'indépendance, quand on souhaite maîtriser son destin sur ce sujet de la souveraineté numérique, il est extrêmement important de transformer cette dépendance un peu contrainte, qui peut être profondément subie, en une dépendance choisie. Laure Belluzzo évoquait lors de notre entretien son aspiration à une dépendance qui soit raisonnée, limitée, consciente, connue, et donc évidemment qui apporte plus de maîtrise et de pilotage. Alors, on a essayé avec David et Mathilde Hervieux, qui nous a aidés lors de cette étude, de résumer un peu, je dirais, en trois leviers, en trois étapes, la manière dont on peut rééquilibrer ce rapport de force aujourd'hui, évidemment, connu par les entreprises. La première chose que vous nous avez indiquée, c'est la nécessité de faire un diagnostic souverain. Dans quelle situation
situation mon entreprise se trouve-t-elle sur le sujet du numérique, sur le sujet de cette dépendance? Suis-je fortement dans la soumission à de grands acteurs numériques? Au contraire, suis-je dans une relation plus équilibrée? Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe dans mes services numériques que j'utilise ou que je propose à mes clients? Suis-je dans une totale transparence avec ces outils? Puis-je les piloter? Puis-je intervenir dessus? Ai-je le choix? C'est ce qu'évoquait David, notamment avec le mainframe d'IBM. Tout ça demande d'abord de se poser un instant et de faire un bilan, une évaluation de la situation d'une entreprise. Vous nous l'avez fortement dit à chaque fois, chaque entreprise est évidemment différente. Deuxième chose, et là aussi vous avez énormément insisté sur ce sujet, il est absolument essentiel de monter en compétence, je dirais, à tous les étages de l'entreprise. Et finalement, l'affaire technologique, l'affaire numérique, la transformation de l'entreprise sur ces axes-là, mais aussi l'affaire de la souveraineté, concerne tous les collaborateurs de l'entreprise. Alors évidemment, le premier, je dirais, bénéfice de cette montée en compétences, c'est de mieux piloter les technologies que l'on comprend mieux, que l'on maîtrise mieux, sur lesquelles on peut mieux agir et qui donc deviennent plus transparentes à l'entreprise. Et donc la transparence, c'est évidemment l'accès à l'information, l'accès à la compréhension de ce qui se passe dans cet écosystème de services numériques et donc la capacité d'agir pour améliorer les choses. On parle de traçabilité, on parle d'explicabilité évidemment de l'IA, évidemment il s'agit du sujet de la cybersécurité. Donc plus l'entreprise elle-même montera en compétence sur ces sujets-là, plus elle sera maître de ses choix et au pilotage, aux commandes de sa destinée numérique. Mais évidemment, le deuxième effet bénéfique de cette montée en compétences, c'est également de pouvoir avoir des relations de pair à pair avec les fournisseurs de ces technologies numériques, de pouvoir discuter d'égal à égal. Vous avez été certains à nous dire cela. Et donc, évidemment, de pouvoir engager une dépendance beaucoup plus équilibrée, une relation beaucoup plus équilibrée et par cela même beaucoup plus choisie. Et puis enfin, une troisième manière de rééquilibrer ce rapport de force, c'est évidemment de préparer un plan de sortie quand on se sent trop contraint, quand on est en position que l'on juge trop subie. Et donc, comment est-ce que l'entreprise peut trouver des solutions internes en développant des innovations et des services in-house, ou alors des solutions qui peuvent être vers l'open source ou vers des écosystèmes qui sont des écosystèmes concurrents aux géants du numérique, qu'ils soient asiatiques ou américains. Évidemment, il s'agit là de favoriser des alternatives, de favoriser de la concurrence, de créer les conditions du choix pour que l'entreprise reprenne la main sur ce destin. Et pour reprendre la main sur ce destin, il faut maîtriser des technologies et maîtriser des technologies pour assurer notre souveraineté numérique au présent et bien sûr au futur. Au présent, vous avez été nombreux, et donc c'était le démarrage de l'entretien avec Marco Herrmann de Thales. Il n'y a pas de souveraineté aujourd'hui numérique sans maîtriser, sans avoir une souveraineté sur le matériel. On peut avoir les meilleurs logiciels au monde, si on n'a pas de matériel pour faire tourner ces logiciels, on ne peut pas être souverain. Donc la crise des semi-conducteurs aujourd'hui nous rappelle à quel point nous sommes très dépendants de ces aspects matériels. Le deuxième enjeu crucial pour l'ensemble des entreprises, pour vous, a été la cybersécurité des données et des systèmes jusqu'à l'usage. La cybersécurité, la cyber des données, c'est la sécurité de la production des données, du traitement, de la transmission, du stockage, jusqu'aux applications. Et la cyber des systèmes, ce sont les systèmes industriels, des systèmes énergétiques, des entreprises, etc., jusqu'aux systèmes embarqués. Les technologies de la cybersécurité, on y reviendra durant cette journée, notamment avec Guillaume Poupard de l'ANSSI, sont très vastes, mais on peut en mentionner quelques-unes qui ont été
donc discuté au cours de nos entretiens. Bien sûr, les jumeaux numériques en matière de sécurité et de cybersécurité, l'identification, donc on a beaucoup travaillé sur l'authentification forte, notamment dans les paiements, avec la dernière directive, par exemple, sur les services de paiement très récemment. Donc la question de l'identification et des nouvelles techniques d'analyse comportementale, par exemple. Les cartes à microprocesseurs biométriques, donc notamment qui sont travaillées par Thales, avec la carte de paiement biométrique que vous voyez à l'écran. Mais ça va jusqu'à la détection des nouvelles attaques qui ont émergé notamment dans la crise du Covid et qui se sont renouvelées et qui sont très suivies et étudiées également par Thales, jusqu'à la cryptographie post-quantique, c'est-à-dire avec l'avènement de l'ordinateur quantique et la capacité de démultiplier les calculs. Cela fragilise pour certaines entreprises, et je pense certaines comme le Crédit Agricole qui évoquaient probablement des risques en termes de sécurité, notamment pour tous les algorithmes de chiffrement, par exemple à clé publique de type RSA, qui reposent sur l'impossibilité, par exemple, de factoriser des grands nombres avec l'ordinateur quantique et la capacité de démultiplier en fait, des calculs. Cela fragilise les systèmes de sécurité, par exemple, dans les cartes bancaires. Que l'on connaît très bien. Le troisième enjeu à maîtriser aujourd'hui, bien évidemment, c'est le cloud européen souverain, et vous avez été nombreux également à en parler. Donc on l'a dit avec Sandrine, avec Nicolas, le ministre le rappelait, il a même parlé d'une guerre un petit peu perdue. Effectivement, c'est ce qui ressort de nos entretiens. Pour vous, il n'est pas question, ou en tout cas il est très difficile de se passer des technologies, par exemple des hyperclouders américains, et il faut composer et hybrider, trouver de nouvelles sources de valeur. Donc, c'était très clairement exprimé par Orange Business Services, c'est-à-dire s'appuyer sur les infrastructures des hyperclouders éventuellement, mais d'offrir des couches à valeur ajoutée, des services à valeur ajoutée en matière de cybersécurité, en matière d'edge computing, on va le voir. Et donc, il y a des promesses qui ont été évoquées notamment par Véronique Lacour quand elle parle, par exemple, de Gaia X, qui est ce projet d'offre de cloud européen intégré qui permet la portabilité des applications et le partage de données, ou en tout cas le partage de données entre fournisseurs, et qui permet en fait d'avoir une capacité de réversibilité qui est exprimée par Véronique Lacour d'EDF. C'est également très au centre des préoccupations, bien sûr, d'Orange Business Services, qui parlait d'un bras de fer d'opposition qui vient de commencer, et on faisait allusion à la mise à jour des conditions de service, par exemple d'Amazon Web Services, qui prend en considération le règlement général sur la protection des données, par exemple à caractère personnel. Et donc, il mentionnait l'idée que les grands acteurs internationaux vont comprendre qu'il y a une troisième voie à l'européenne, à laquelle il faudra qu'ils adaptent leurs solutions. Mais il faut également maîtriser des technologies très rapidement, d'autres technologies que vous avez mentionnées. Et la première, bien évidemment, c'est la 5G et la 6G. La 5G donc, repose sur des infrastructures physiques, mais elles vont être de moins en moins dépendantes de ces infrastructures, avec une possibilité de virtualiser de la carte SIM jusqu'au cœur de réseau, et donc va donner la possibilité à de nouveaux entrants qui disposent de fortes compétences IT de rentrer sur le marché, ce qui va redistribuer potentiellement les places des acteurs dans cet écosystème, et donner la possibilité à des acteurs comme Orange Business Services, par exemple, de s'implanter sur des marchés avec leur connaissance très forte des marchés locaux, par exemple, comme le cas du stade Vélodrome à Marseille. Cette 5G va aussi ouvrir la possibilité, selon Léo Isaac Donien de Capgemini Invent, de l'edge computing, qui est cette capacité à
faire du traitement décentralisé en périphérie de réseau, avec la possibilité d'héberger des micro-data centers, par exemple, dans des antennes 5G, à proximité du besoin des entreprises. Et donc, là également, il y a des opportunités de valeur pour de grands acteurs français, mais Léo Isaac Dionien nous rappelle également que les premiers à s'être lancés dans la bataille, ce sont les grands clouders, et que si on ne propose pas d'alternative, on va avoir les mêmes problématiques de non-dépendance. Enfin, pas tout à fait enfin, encore une autre technologie à maîtriser dans le cadre d'un entretien qui était passionnant avec Marco Herman de Thales sur l'IA hybride et explicable. Ça fait une dizaine d'années, voire un petit peu plus, qu'on a développé l'IA stochastique et l'apprentissage statistique basé sur l'exploitation de grandes bases de données. Mais le problème de cette IA stochastique, c'est qu'elle est difficilement certifiable et explicable dans la production de certains résultats, et que cela pose des problèmes de développement, de déploiement de ces technologies IA dans certains secteurs critiques ou applications critiques qui sont très bien définis par la Commission européenne dans le cadre de sa proposition de régulation de l'intelligence artificielle, par exemple, où on ne peut pas appliquer de l'IA pour faire du credit scoring, par exemple. Donc il faut imaginer renouveler les approches, et ces approches existent depuis 40 ans. Elles se développent en parallèle de cette IA stochastique. C'est ce qu'on appelle l'IA symbolique, basée sur des règles de connaissance, des systèmes experts. Et il y a une possibilité, en tout cas on travaille beaucoup sur ça également à Télécom Paris, sur l'hybridation du symbolique et du stochastique pour rendre explicable, et donc pour pouvoir appliquer ces technologies IA dans des environnements et dans des secteurs critiques comme la santé, la défense, la finance. Et donc cette idée de création d'un centre a très bien été exprimée par EDF, également Thales, ce centre de laboratoire de recherche qui se focalise justement sur cette IA explicable et de confiance, AI for Humanity. Enfin, le troisième enjeu, bien évidemment, c'est le quantique, avec l'idée qu'on se focalise beaucoup, à juste titre, sur l'ordinateur quantique, mais il existe aussi d'autres révolutions à venir sur les capteurs quantiques et la cryptographie quantique. L'ordinateur quantique, bien évidemment, c'est le successeur de ce qu'on appelle les HPC, de ces supercalculateurs. Donc, ce ne sont pas tout à fait de nouvelles opportunités pour équiper des foyers tout demain, mais pour les entreprises, ça va révolutionner de nombreux problèmes d'optimisation, par exemple, très bien expliqué par Bernard Sala à EDF, où se posent des problèmes de ressources, de calcul pour optimiser des charges, par exemple, d'énergie dans des réseaux qui sont très distribués et très mobiles. Et avec les capacités de calcul actuelles, c'est difficile de résoudre ces problèmes mathématiques qui vont devenir donc accessibles très vraisemblablement avec cet ordinateur quantique. Mais l'ordinateur quantique, c'est que le cerveau, c'est qu'une partie de l'histoire. Il existe bien évidemment les capteurs quantiques, et notamment les capteurs électromagnétiques, avec la faculté très bien exprimée également par Marco Herman de Thales, la capacité de ces capteurs quantiques est de capter l'ensemble du champ électromagnétique avec une puce de 1 cm², donc l'ensemble du champ électromagnétique terrestre dans l'océan, dans les airs. Et donc on voit bien évidemment toutes les possibilités d'application à la fois dans la défense, mais aussi dans le civil, avec les possibilités d'offrir des technologies alternatives aux IRM, par exemple, avec des applications magnifiques pour capter les ondes du cerveau, par exemple, et faire de la médecine personnalisée. Enfin, la cryptographie quantique et l'Internet quantique. Alors, ce n'est pas l'Internet qui est quantique, ce sont bien les clés de stockage que nous a expliqué Marco Herman, avec l'idée de créer ces liaisons sécurisées
pour offrir un Internet justement très sécurisé, en exploitant pleinement les possibilités de la physique quantique, qui est que quand on regarde et quand on distribue une clé quantique, en la regardant, je la modifie, et donc je modifie l'intégrité, je porte atteinte à l'intégrité des clés de chiffrement, par exemple, ce qui est un problème aujourd'hui dans les technologies standards. Et donc, il y a de très belles applications, par exemple en Chine, mais également par Thales, sur la distribution de ces clés quantiques via des satellites. Et donc, ce sont des sujets qui sont bien évidemment au centre de notre souveraineté européenne de demain. Pour assurer tout ça, pour maîtriser ces technologies, vous avez tous été unanimes sur l'idée qu'il fallait maîtriser, en fait, mieux s'organiser, mieux interagir, et donc créer des écosystèmes, et il fallait s'appuyer sur des actions. L'écosystème, ça a été unanime. L'idée aujourd'hui est de dire que les entreprises françaises, voire européennes, n'ont pas les capacités nécessaires financières pour s'intégrer verticalement ou pour s'intégrer horizontalement, et qu'il faut penser, repenser les méthodes d'interaction entre entreprises pour essayer de partager des intérêts communs. C'est très bien expliqué par Étienne Gras de Capgemini Invent, mais également par Cédric Lewandowski d'EDF, qui nous dit finalement, au sujet de la cybersécurité, nous n'avons pas la capacité de nous débrouiller tout seuls, nous devrons travailler en écosystème. L'ANSSI, la défense, l'Europe, mais aussi les industries qui ont les mêmes caractéristiques que nous. Donc, les écosystèmes sont au centre des collaborations des entreprises, et Renaud nous présentait très bien le projet Software République, qui consiste à offrir des solutions logicielles, par exemple en matière de mobilité, partagées entre Renault, Thales, Orange, Total, ST Microelectronics et Atos. Et bien évidemment, le village Baïséa, par nature, se focalise sur le rapprochement entre les grands groupes et les startups. Mais ces écosystèmes ont également des fragilités. Il y en a beaucoup. Je voudrais juste m'arrêter sur une des fragilités, qui est bien entendu la possibilité de bénéficier de ces économies d'échelle au niveau européen. Les marchés en Europe sont très fragmentés. Il est très difficile de bénéficier d'économies d'échelle comme les Américains ou les Chinois, et donc il va falloir travailler à une meilleure harmonisation de ces écosystèmes. Merci David. Je terminerai cet exposé avec 5 leviers aussi d'action qui nous ont paru être ceux que vous nous avez révélés tout au long de ces entretiens. Je vais aller très vite, mais c'est pas grave, parce que l'objet de cette présentation, c'était de faire un tour d'horizon de tout ce que vous nous avez dit. Mais tout au long de la journée, au travers des conférences ou des tables rondes avec chacune des entreprises qui nous ont accompagnés, vous aurez tout le loisir de rentrer dans le détail de leur vision et de leurs actions. Donc, la première chose sur laquelle vous avez attiré notre attention, c'est le fait qu'il fallait avoir l'ambition d'innover jusqu'à créer un ou plusieurs champions. Le secrétaire d'État l'a rappelé à nouveau dans son introduction, vous nous l'avez tous dit, il faut voir grand. Pourquoi voir petit? Pourquoi voir étriqué? Il faut voir grand parce qu'on en a besoin. On en a besoin pour mobiliser des talents, on en a besoin pour mobiliser des investissements, on en a besoin pour être quelqu'un par rapport à la concurrence. C'est ce qui permettra de créer les conditions du choix, c'est ce qui permettra aussi de mobiliser des investissements massifs, et c'est ce qui permettra aussi aux entreprises d'avoir un esprit de conquête, avoir un esprit de champion, avoir un esprit d'entrepreneur. Deuxième levier d'action que vous nous avez aussi cité, c'est innover, oui, et faire bien attention à d'innover jusqu'à l'usage. C'est-à-dire innover en faisant très attention à l'UX, à l'expérience, qu'on s'adresse aux collaborateurs dans l'entreprise, qu'on s'adresse aux clients. Il faut aller pour être un champion jusqu'à le delivery, et un delivery satisfaisant, et on sait à quel point la culture numérique est d'une exigence absolue sur cette expérience d'usage. Alors évidemment, cette expérience d'usage correctement travaillée, eh bien,
bien, c'est une adoption rapide sur les marchés, c'est une intégration rapide dans les entreprises, c'est un retour sur investissement qu'on peut espérer aussi plus rapide. Et puis, ce sont tous les modèles de business qui accompagnent cette société de services numériques et cette UX qui, sans cesse, s'incrémente de nouveautés. Troisième levier que l'on voulait aussi retenir des entretiens que nous avons menés avec vous, c'est former pour innover. On l'a déjà dit, répété plusieurs fois depuis ce matin. Former aux compétences, c'est extrêmement important pour garantir la souveraineté, la maîtrise de ce destin et le pilotage de cette interdépendance tout à fait choisie. Donc, on forme à l'innovation. Pourquoi ? Parce qu'on est capable de transformer l'entreprise, on est capable de faire de nos entreprises des champions français ou européens. Ça veut dire qu'on ose, on risque, on tente. Ça veut dire qu'on fait. Ça veut dire qu'on collabore dans l'écosystème qu'a évoqué aussi David. Ça veut dire que l'entreprise, dans ce schéma-là, eh bien, augmente de nouvelles compétences, mais aussi prend garde à son upskilling et au reskilling de ses collaborateurs du run actuel. Ça veut dire que ça fera de nos entreprises des entreprises plus audacieuses, mais aussi plus attractives. C'est extrêmement important de cultiver ce soft power, non plus américain ou chinois, mais européen, qui va permettre d'attirer des talents, de retenir des talents et évidemment de conquérir des marchés. Quatrième levier aussi très très important, qui est celui du récit. On n'innove pas uniquement pour le plaisir de la technologie ou pour la performance. On innove parce qu'on a une vision, on innove parce qu'on a des convictions, on innove parce qu'on a une histoire à raconter et que cette histoire, elle a des valeurs. Et donc, nous ne sommes pas obligés d'accepter une vision, bonne ou mauvaise, peu importe, mais qui nous est imposée par quelqu'un d'autre, un autre territoire, une autre culture, un autre fournisseur. Très important de savoir pourquoi on travaille sa souveraineté et pourquoi on travaille ces technologies. Ça fait aussi partie du soft power européen et de l'attractivité de nos entreprises. Et puis enfin, dernier levier, c'est celui du soutien de la puissance publique et du législateur. N'oublions pas que cette puissance publique a un rôle extrêmement important. Elle est régulatrice, elle est diplomate, elle est investisseuse, elle est prescriptrice, elle est consommatrice. Elle accompagne donc ces efforts de technologie. Elle accompagne aussi ce passage à une échelle plus importante et elle permet aussi de travailler l'extraterritorialité. Voilà ce que nous voulions évoquer avec vous. Vous aurez l'occasion tout au long de cette journée d'aller un peu plus loin.